Voilà. Donc, Et si vous voulez, à partir de ce moment-là, la Serbie va essayer de minimiser les pertes. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans une confrontation directe. Si l'OTAN, il y avait les Américains qui voulaient aller au sol en Serbie. Il y a les Européens, surtout ceux qui connaissaient un petit peu le coin, qui sont allés il y a quelques dizaines d'années auparavant. oui. Eux, ils connaissaient. Ils disaient qu'il ne fallait surtout pas y aller au sol. Ouais, qui n'était pas très chaud. Ouais. Et elle va s'écrouler toute seule de ce côté-là. Ils vont lâcher le Kosovo parce que c'est intenable. Lorsque vous écoutez les experts de l'armée yougoslave, ils diront ils n'ont pas riposté. Parce que l'armada de l'OTAN en Adriatique était à la portée de la marine. Aucun missile n'a été tiré sur ces bâtiments. Aucun sous-marin yougoslave n'est parti. Donc à un moment donné, il fallait minimiser. Parce que aussi, je fais l'avocat du diable, mais aussi, quelque part, est-ce que les dirigeants serbes, je veux dire même dans le nationalisme le plus exacerbé, ils se sont dit, si on va s'opposer militairement à l'OTAN, de toute façon, on va perdre. Oui, c'est pour ça. J'ai presque envie de dire c'était un combat perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Il y aurait eu beaucoup de morts, ça aurait pu être un bain de sang, mais pour les Serbes aussi. C'est-à-dire on aurait fait certainement peut-être, allez, on va dire, on fait couler le sang de quelques militaires de l'OTAN, mais en comparaison, la frappe, la puissance de feu de l'OTAN en face est tellement supérieure que les Serbes en auraient payé le prix fort s'il y avait une grande réplique militaire. Mais pour Milosevic, pour se maintenir au pouvoir, il lui fallait la guerre. Il lui fallait la guerre, ouais. Il fallait absolument qu'il y ait la guerre. Perdu, d'accord. Mais en réalité, le martyr serbe actuel, il s'appuie beaucoup sur le Kosovo volé. Le Kosovo volé, ouais. C'est ça qu'on dit d'ailleurs en Serbie, on parle de Kosovo volé. Ah oui. Mais le souci, c'est que le Kosovo n'était pas défendable. Autant en Bosnie, les Serbes, les orthodoxes qui sont en Bosnie, ils pouvaient se défendre. Mais le Kosovo, avec 10% de la population, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez vous imposer militairement, mais à un moment donné, démographiquement, ce n'est pas tenable. Et la perte du Kosovo, eh bien, elle est historique. Elle est perdue démographiquement. Certains essaient de souffler un petit peu sur les braises en Serbie, disant si on en vient à un choc de civilisation occidentale, où d'un côté les Européens seraient occupés à faire la guerre aux pays arabes, et puis la Serbie en profitera. La Serbie en profite pour reprendre le Kosovo. Ça c'est les mythes. Mais... Oui, mais parce qu'il y a quand même une garnison de l'OTAN très, très très importante au Kosovo. Il y a une base américaine. Il y a une base, la bande de Bandstill, c'est ça. Oui, mais en réalité, il y a des dizaines de bases en Bosnie. Oui. De forces européennes. Et si je ne m'abuse, il y a quelques semaines, ça a été prolongé. Est-ce qu'on prolonge? Certains pays européens demandent à ce qu'on augmente le nombre de soldats. Alors ils sont déjà très nombreux parce que pour un tout petit territoire, alors j'avais vu. C'est une région. Oui, voilà, c'est tout petit le Kosovo, mais il y a des centaines de milliers de soldats. C'est assez. Il y a 30 000. 30 000, voilà, des dizaines de milliers, donc c'est quand même énorme pour un tout petit territoire. C'est une base avancée. Ça fait partie du complexe de l'OTAN. Pour l'instant, les autres pays sont plus ou moins dans l'OTAN. Les seuls qui n'y sont pas, c'est la Bosnie et la Serbie. Oui. Donc, ouais, ces deux pays ne sont pas dans l'OTAN. Bon, le Kosovo, de fait, c'est un pays sans indépendance. Le Kosovo, finalement, c'est une indépendance pour rire. Parce que... le Kosovo, je ne sais pas qui a intérêt à vivre au Kosovo en ce moment, mais comme toutes les républiques en réalité, la Bosnie a perdu 1 million de personnes pendant la guerre. Perdu, quand je dis perdu, c'est qu'ils sont partis. Et ils sont de manière quasi équitable partis, que ce soit des catholiques, des musulmans, des orthodoxes. Lorsque vous allez en Bosnie, dans les villages, même dans certaines petites villes, vous avez un goût de désert en fait. C'est des villes fantômes, des villages morts. Ouais, qui sont morts, qui ont été désertés. Il y a le même syndrome au Kosovo. Au Kosovo, je ne connais pas, je n'ai jamais été au Kosovo, mais il y a beaucoup de Serbes qui ont dû partir. Ouais, beaucoup, oui. Et les Albanais, tous, pendant la guerre, il y a eu un exode relativement énorme. Et que pendant un certain temps, on donnait plus ou moins l'asile politique. Parce qu'on nous a fait croire, quand même, à un moment donné, qu'il y ait eu, en fait, un espèce de génocide de la part des Serbes envers les Albanais au Kosovo, ce qui est complètement faux. Ça, c'est un mensonge de propagande de guerre. Encore une fois, l'armée, il faut bien distinguer l'armée yougoslave
avait l'objectif de défendre le territoire. Kosovo, c'était la Yougoslavie. Et à chaque fois, il y aura les mêmes génies qui ont été utilisés contre les catholiques, puis les musulmans de Bosnie, que l'on va envoyer au Kosovo. Quelqu'un a intérêt à ce que des gars viennent au Kosovo pour faire quelques exactions sur des Albanais. Quelqu'un a intérêt à ce que ça se produise. Parce que ça laisse des séquelles d'une guerre civile qui sont quasiment irrécupérables sur au moins une génération. C'est-à-dire que quelqu'un voulait absolument à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de retour. S'il n'y avait eu que des confrontations militaires, ça se corrige. Mais des exactions sur des civils, vraiment la guerre civile, c'est irrécupérable. Et tout a été construit dans tous les Balkans à ce qu'il y ait ces exactions, de part et d'autre. Ouais. Il fallait absolument revenir à la guerre civile, de sorte à ce que c'est pas possible, on ne peut plus mélanger. On pouvait plus te dire. Maintenant, au Kosovo, il y a des ponts, il faut mieux les éviter. Il ne faut mieux pas traverser du mauvais côté. Traverser du bon, faut être du bon côté. Ouais. Et maintenant, le retour, il n'est pas... si vous voulez, toutes les républiques sont tombées. Certaines sont devenues européennes, comme la Slovénie, la Croatie, qu'on a fait rentrer. Il reste vraiment les deux blocs du puzzle qui posent problème, c'est la Serbie et la Bosnie. Ouais. Monténégro, il était question... la Macédoine, il était question de la faire rentrer, mais la Grèce est contre, parce qu'il y a une région de Grèce qui s'appelle Macédoine, etc. Bon, ils doivent changer de nom. Voilà. Il y a toujours des petits trucs... Chaque pays, maintenant, il faut satisfaire plus ou moins tout le monde. Donc vous pensez bien que maintenant, lorsque la Slovénie était dans l'Europe, elle imposait certaines réformes à la Croatie pour pouvoir rentrer dans l'Europe. Maintenant, imaginez la Bosnie et la Serbie qui va être jugée parce que certaines décisions sont à l'unanimité au niveau européen. Oui, tout à fait. Donc ils doivent satisfaire à l'unanimité la Croatie et la Slovénie. Donc, mais il y a une volonté de faire entrer et la Bosnie et la Serbie dans l'Union européenne. Après, au niveau du choix, c'est 50-50. 50% sont pour, 50% sont contre, plus ou moins. Parce qu'il y a des gens qui voient l'aspect économique, qui pensent que si ils rentrent dans l'Union européenne, c'est le miracle, le lendemain matin. Pas le soir même, mais le lendemain matin. La grande chimère, le fameux club de riches, on rentrerait dedans et puis ce sera un club d'euros millionnaires. Ouais. Voilà, que tout le monde va se devenir. Les Croates, ça s'est pas vraiment passé exactement comme ça pour eux. Bah, les Slovènes, c'est en train de tourner au vinaigre un peu. Parce que, on ne peut pas couler on peut couler un petit peu la Slovénie, mais vous ne pouvez pas couler la Croatie. Parce que si vous coulez la Croatie, la Bosnie et la Serbie, ce sont des pays qui vivent ensemble. Donc les gens, ils voient ce qui se passe. Et il y a des choses qui posent vraiment souci. Par exemple, l'impôt, la taxe pas d'habitation, la taxe foncière, des choses comme ça, qu'il faut imposer en Croatie. On n'avait pas toutes les taxes, on n'était pas un pays aussi développé, la Yougoslavie. On n'avait pas toutes les taxes européennes. C'était un petit peu le pays du tiers-monde. Ouais, pays libre. Et maintenant, il faut les imposer. Et ça fait couler une certaine économie. Parce que les gens ne sont pas habitués à payer autant de taxes. Les gens, en Bosnie, le salaire, c'est 150 €. En Serbie, c'est pareil, peut-être un petit peu moins. Un petit peu moins, d'accord. Donc un niveau de vie 10 fois inférieur aux standards de vie européens. Alors que les prix, eux, sont très très élevés. Ouais. Aux accords de Dayton, pour la Bosnie, on a imposé le marque convertible. C'est le Deutschmark. Donc ça, c'est la monnaie de Bosnie. C'est la Bosnie de Bosnie. C'est le marque convertible. Ouais. Voilà. Je crois que c'est le pays au classement des richesses, ils sont à 150 sur 200. C'est-à-dire qu'ils sont battus par la moitié des pays d'Afrique. Alors qu'en termes de monnaie, ils sont premiers tout en haut avec les pays européens. Ils ont le marque qui est directement, il n'y a pas de taux de change, il n'y a pas de variation avec l'euro. C'est directement indexé. Ah, c'est un taux de change fixe. Taux de change c'est un espèce de franc CFA, alors pour les Bosniaques, d'accord. Donc c'est une belle escroquerie, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez la Bosnie qui va mendier pour des crédits de 20 ou 30 millions d'euros. Genre de prêts que certaines personnes peuvent avoir en Europe. Le pays est totalement coulé. Alors c'est le seul pays qui n'a pratiquement plus rien, qui pourrait jouer. Alors que non, la monnaie, ça ne fait pas partie des programmes politiques.
Ça, ce n'est pas évoqué. La monnaie, ça, non, non, ça c'est... La politique, c'est uniquement, faut être serbe, croate et bosniaque. Si tu corresponds à les trois, c'est déjà bien. Le reste, c'est secondaire. L'économie, ça on verra. Enfin, on s'en est jamais occupé. Pourquoi on s'en occuperait? Ça marche pas bien comme ça. Ouais, donc ça c'est fort quand même. Ils leur ont imposé une monnaie quoi en plus. Ouais. La monnaie est imposée à la Bosnie. C'est quelque chose de relativement scandaleux parce que c'est pas quelque chose de non naturel. Il faut qu'il y ait un taux de variation, il faut qu'on puisse faire de la déflation, de l'inflation, de la monnaie. Parce qu'ils n'ont pas une économie comparable à l'économie européenne. Ça, oui. Et puis même aux Serbes ou... Voilà. Ouais. Mais c'est le moyen le plus efficace pour tenir la Bosnie. Parce qu'en Bosnie, dans la Bosnie actuelle, aux dernières élections, on voudra battre certaines personnes. On voudra battre certains socialistes ou certaines personnes qui s'opposent à l'Union européenne du côté serbe. On voudra battre les anciens nationalistes de Izetbegovic. Enfin, c'est son fils d'ailleurs maintenant. Parce que papa est mort, maintenant c'est le fils qui a... Et pour abattre ces gens-là, eh bien on va utiliser tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Mais est-ce que quand même on ne s'est pas appuyé? Parce que moi, quand je vois le résultat de l'OTAN et la politique qui a été menée, on a l'impression qu'ils se sont appuyés quand même sur une espèce de caste mafieuse. Je veux dire, concernant le Kosovo, c'est encore plus flagrant, puisque Hashim Thaçi, ancien président du Kosovo, est impliqué dans un scandale de trafic d'organes qui a été dénoncé par le Conseil de l'Europe, hein, et donc par un avocat suisse qui s'appelle Dick Marty, qui a participé donc à cette enquête, et qu'on a conclu quand même que les autorités kosovares, jusqu'au plus haut niveau de l'État, étaient impliquées dans ces trafics, et qui n'avait pas les moyens d'apporter les preuves matérielles en fait de son enquête parce qu'il disait la suite de l'enquête doit être faite par l'OTAN, hein, parce qu'il n'a pas de prérogatives policières lui. Mais en tout cas le rapport est là et il implique les autorités kosovares, hein, au plus haut niveau, qui sont d'ailleurs un peu gênés. Moi je les ai vus répondre de ces accusations. Ils te bassinent d'un coup de comme un coup d'épouvantail en te disant non mais bon oui ça c'est des conneries, c'est des élucubrations d'un avocat, enfin un avocat qui est quand même membre du Conseil de l'Europe et qui a été mandaté par cette organisation pour enquêter justement à cause de tous les témoignages qui arrivaient jusqu'au Conseil de l'Europe pour parler de ce qui se passait là-bas, d'une situation mafieuse quoi, un pays aux mains des mafieux. Tout le réseau qui a été développé pendant la guerre, puis après la guerre, tous ces gens-là sont issus des structures de l'État, des services de sécurité intérieure. C'est pas un hasard. Ces gens-là, on peut les appeler des mafieux, on peut dire que c'est des gens... Enfin, leur comportement. Oui. Donc ce sont des gens en plus du système qu'on est parti débaucher en plus. Ils sont toujours les mêmes. D'accord. C'est ceux qui ont aidé à détruire la Yougoslavie, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils n'ont pas bougé, ceux-là. Ceux-là n'ont pas été jugés. Vraiment, la structure, le socle, n'a pas été jugé. On a sorti quelques petits gars comme ça, parce que bon, à un moment donné, il faut... On nous a brandi, pour l'exemple. Ouais. Mais en réalité... Est-ce qu'il n'y a pas même une grosse injustice concernant la Yougoslavie, parce qu'on a créé le fameux tribunal spécial pour la Yougoslavie, mais il n'y a que des Serbes. Enfin, c'est un peu comme la CPI avec les Africains, quoi. Il y a que des Africains, là c'est un peu ça, on dit on crée un tribunal yougoslave. Alors normalement, on devrait voir tout le monde, puisque c'est le tribunal qui doit juger tout le monde. On devrait voir des Serbes, des Croates, des Bosniaques, je sais pas, peut-être des Monténégrins, même des Macédoniens, mais il n'y a que des Serbes. Les seuls Bosniaques visiblement musulmans, eux, ont été absous. On a dit non, finalement, ils sont pas mêlés. En réalité, les vrais responsables n'en sont jamais passés au tribunal. On a sorti quelques gars parce que... Bon, pour avoir des têtes. Fallait un petit peu de communication. Mais si vous regardez les accusations, à part même Mladic, on lui reproche le massacre de Srebrenica. Comme si la guerre de Bosnie se résumait à Srebrenica. C'est-à-dire que la plupart des temps, les gens viennent, ils sont accusés de ça. Et la guerre, dans sa totalité, il n'y a pas de responsable. Personne n'a provoqué la guerre. Personne n'a œuvré ni d'un côté ni de l'autre. Non, ça on étouffe. Alors que bon, c'est juste pour amuser un petit peu la galerie. Oui, c'est un faux procès, quoi. C'est un procès le meilleur exemple, de dupe. Ouais. C'est l'ancien responsable Chechel
le président du parti radical serbe, lui il vient d'être relâché à la haie il y a quelques semaines. Il a passé, si je m'abuse, presque 10 ans 10 ans, hein, donc. en jugement et puis finalement acquitté. Enfin non, il n'a pas été acquitté, il a été lâché pour des raisons, il a un cancer. Donc on le laisse mourir en Serbie. D'accord. Donc Ouais. c'est un petit peu, là on lâche le loup, on le lâche à la Serbie pour peut-être mieux lui donner une gifle par la suite. Alors, on va aller dans le complotisme un peu, forcément. Milosevic, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il s'est fait assassiner dans sa cellule pour l'empêcher de parler. C'est crédible ou pas? Ah, je sais pas, mais en tout cas, je sais que Milosevic, sur ce qui est arrivé au tribunal, on a arrêté, au début on transmettait toutes les images. Oui. On transmettait, mais le problème lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé à parler, apparemment il parlait trop. Ben, Après on a arrêté parce que, si vous voulez, le problème de Milosevic, c'est qu'à un moment donné, il va parler. Parce qu'il y a des gens qui vont lui souffler au début de la guerre, on est avec toi, allez, fais ta grande Serbie, et puis ensuite il va se prendre une claque par ces mêmes gens. Et c'est quand même un président. C'est quelqu'un qui va avoir une structure de la sécurité de Serbie. il est quand même au courant de certaines choses, en plus. Va lui rapporter les preuves. Ouais. Et je sais pas, il meurt, je sais pas. Il meurt assez, en fait, dans des circonstances, bon... Je veux dire, avant ce procès, parce qu'il n'y a pas eu de procès, en fait. On n'a pas eu le temps de savoir. Et puis, je sais pas, j'entends... Enfin, ce sont des rumeurs, bien sûr, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de faits établis. En tout cas, il y a un certain nombre de présomptions qui jugent que finalement sa mort, elle arrange tout le monde. Parce que lui n'arrêtait pas de dire, justement, une fois qu'il s'est fait arrêter, je vais tout balancer, je vais tout dire, je vais tout expliquer, je vais... Et, l'une de ses interventions a été, on vous accuse de ça, ça et ça. Et lui est arrivé, il dit, bon, commençons par le début. Hop. Et on va commencer dans les années 80. On va commencer par les ingérences, par la sécurité. Et ça fait que c'est très difficile de juger, de laisser une personne de ce calibre-là parler. Et donc lui, il est mort. Izetbegovic est mort. Tudjman est mort. Tudjman est mort maintenant. Ouais. Et il faut savoir que ces types, ils se rencontraient de manière personnelle pendant la guerre. Lorsqu'ils discutaient des différents plans, notamment Milosevic et Tudjman, quelque chose qui est relativement bizarre dans les rapports de président, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de présence autre que... C'est quelque chose qui ne se fait pas entre présidents. Vous n'avez jamais deux présidents qui se rencontrent seuls. Vous avez toujours des gens de l'État qui sont présents. Et eux, ils faisaient des rencontres où ils étaient que eux. Ils faisaient des balades personnelles. Donc tous ces gens-là, ils avaient leurs secrets. Tous ces gens-là ont fait que la guerre pouvait se dérouler comme elle s'est déroulée. Est-ce qu'il n'y avait pas... Alors, j'ai plusieurs questions comme ça, mais un plan, quand je dis un plan, puisqu'on est toujours dans le complotisme, on va dire, mais contre la Yougoslavie, pour plusieurs raisons je dis ça, parce que la Yougoslavie, en particulier quand on fait l'espèce de bilan un peu de cette guerre, on a le sentiment que ce qui s'est passé là-bas a été le laboratoire des guerres qui ont suivi après. C'est-à-dire manipulation médiatique, diabolisation de l'ennemi, intervention, ce que j'appellerais, une intervention par l'image. Quand je dis ça, c'est-à-dire que ce qui a provoqué, on va dire, qui a fait basculer complètement l'opinion publique à partir d'un moment donné aux États-Unis, mais aussi en Europe, et qui était favorable à cette intervention en Yougoslavie, il faut le rappeler, c'est à cause de ces fameuses images tronquées d'un faux camp de soi-disant, en fait, qu'on nous a présenté comme un camp de concentration, on va pas se mentir, dans la presse, mais affaire qui a été débunkée ensuite, plusieurs années plus tard, comme ayant été une grossière manipulation d'une agence de communication britannique, avec, on voyait un homme, en fait, amaigri, derrière un barbelé, et en fait, il faut bien comprendre que celui qui était enfermé derrière le barbelé était celui qui prenait la photo, et celui qui était dehors, en fait, étaient des gens qui étaient soignés dans un hôpital, visiblement. Et ça a été fait, cette photo-là,
Et cette image, parce que c'était une image vidéo aussi, a servi, c'est-à-dire on a montré ça dans toutes les télévisions, à faire basculer l'opinion publique en disant bah ça y est, les Serbes ont dépassé toutes les limites, ça y est, ils sont dans des camps de concentration, ils font une puration ethnique, on est revenu en 42 ça y est. En réalité, en Bosnie, dans le nord de la Bosnie, il y aura des centres de détention où justement, lorsque vous regardez, vous avez celui de Prijedor, Omarska, Manjača, c'est des centres où il va y avoir quelques milliers de musulmans et de catholiques qui vont être détenus. Dans certains, les gens ils seront libérés, dans certains seront des centres. Mais il y en a d'autres pour lesquels c'est en ce moment qu'on retrouve les cadavres. Ouais. Qui a fait ça? Apparemment, certaines structures d'État serbes. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, si au début on attrape les gens pour les mettre dans des centres. Le problème, c'est qu'à un moment donné, lorsque la guerre civile éclate, la Yougoslavie et les Balkans, c'est quelque chose de... C'est pas... La convention de Genève, elle s'applique pas là-bas. Ouais. C'est loin Genève. Donc, si vous voulez, l'exécution de prisonniers, l'armée va... Il va commettre des exactions, ouais. L'armée va, disons, respecter plus ou moins les conventions de Genève. Mais ceux qui font la guerre, c'est pas vraiment des militaires, c'est des miliciens. Oui, c'est pas tout à fait pareil, c'est ça. Et les miliciens... Ils respectent rien, ils ont pas de règles. Mais... Non, ils n'ont pas de règlement. Et si on regarde après en termes de bilan, je crois qu'on est sur les coups de 50 000 morts civils musulmans, et on est sur quelque chose comme 10 000 morts côté serbe, un petit peu moins, autour de 7 000. Donc à un moment donné, il y a quand même les civils, ils ont été décimés du côté musulman. Les militaires, c'était au même niveau. C'est pareil, 35, 40 000, c'est pareil. Mais cette image-là, disons que la Serbie va se donner à ce jeu-là, elle va lâcher en réalité. Elle va lâcher ces gens dans certaines milices, dans certains, tuer des gens, tuer des musulmans, tuer des catholiques, alors qu'en réalité, elle n'avait pas besoin de ça. Parce que comparé à la Croatie, eh bien, elle pousse. Elle pousse les Serbes, les orthodoxes de Croatie. Il y a 300 000, ils sont éjectés. Ils sont éjectés, ouais. Ils sont éjectés. Ouais, ils sont éjectés. Il paraît qu'en quelques jours, en 2-3 jours, ils éjectent toute une région, comme ça, ils arrivent avec... Allez, et tout le monde, vous devez bouger. Ils s'en vont avant, ils attendent. Oui, ils enfin, attendent comme pas je trop disais, les chars, ils attendent pas trop les chars, mais la menace est là et les gens fuient parce qu'ils savent que ça va se passer. En fait, il paraît qu'ils montrent l'exemple sur une ville, puis après, toutes les autres villes se disent, bah c'est même pas la peine, il faut qu'on s'en aille, parce que c'est... En Bosnie, c'est pas ça la méthode. Lorsque les miliciens serbes vont entrer dans certaines villes du nord de la Bosnie, ils vont exécuter les gens. Ah oui, d'accord. Et du coup, ça fait partie des gestes de non-retour. Là, vous ne pouvez pas. Et ils n'avaient absolument pas intérêt. Et même aujourd'hui, il y a des témoignages des gens qui se font sauver par l'armée yougoslave. Lorsqu'ils voient les gars avec une étoile rouge, c'est vers eux qu'ils courent. Parce que les autres, c'est... Et aujourd'hui, en Bosnie, on parle de Srebrenica, comme si Srebrenica, c'est quelques milliers de morts. Mais Sarajevo, il y a eu plus de morts. Mais espacés, disons, dispersés dans l'espace et espacés dans le temps. Donc, c'est pas... On ne peut pas vraiment faire quelque chose de très médiatique, parce qu'à un moment donné, les gens voulaient faire quelque chose de médiatique. Dans les autres villes comme Brčko, Bijeljina, Prijedor, en réalité Visegrad, il y aura plus de morts qu'à Srebrenica. Mais à un moment donné, des gens vont décider que Srebrenica, c'est un petit peu le déclenchement. C'est quoi? C'est pour garder un symbole qu'on a gardé cette Srebrenica, ou parce qu'il fallait un symbole dans cette guerre? Certains disaient qu'il fallait un symbole. Mais c'est surtout que d'autres disaient qu'il fallait un... Il y a des gens qui disent que c'était un échange, parce que Srebrenica était une enclave en Bosnie, à l'est. Donc, vous ne pouvez rien en faire de cette enclave. Il faut savoir que le gouvernement musulman, il est à Sarajevo. Et ce qui se passe en Bosnie de l'Est, parfois ils font un échange. Certains diront qu'ils ont négocié, que les Serbes devaient lâcher une région du côté de Sarajevo, qui était à l'inverse, qui était enclavée plus ou moins dans le territoire musulman, et qu'au retour, ils avaient Srebrenica. Mais Srebrenica a été lâché. De la même manière que les orthodoxes de Croatie sont lâchés, lorsque les hommes à Srebrenica vont se faire tuer,
ils vont se faire tirer dessus comme des lapins. L'armée bosniaque musulmane ne bougera pas. Il y avait l'ONU aussi en plus à ce moment-là. Personne ne bouge. Personne ne bouge, parce que l'ONU est présente, là il y a des... Non, non, on laisse... On laisse faire, ouais. Les gens, je veux dire, en 1995, il n'y avait pas de miracle. Je veux dire, le catholique ou le musulman moyen de Bosnie, il savait se rendre aux Serbes, il savait ce que ça voulait dire. Les Serbes, c'était des ennemis. C'était pas, il ne faut pas se leurrer la face. Ouais. Les Serbes, c'était les ennemis. Donc de se faire tirer dessus par les Serbes, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pas, enfin, je veux dire, je sais pas à quoi ils s'attendaient. Ils s'attendaient à rien d'autre. Ils ont été lâchés, ils ont été livrés. Les gens, l'état-major des militaires musulmans de Srebrenica, ils sont toujours en vie, eux. Mais à un moment donné, il fallait lâcher, il fallait sacrifier des gens. Est-ce qu'on a utilisé on va dire le viol comme arme de guerre pendant cette guerre? Parce que ça, c'est quelque chose qui est évoqué de façon récurrente dans tous les films sur la Yougoslavie, et Dieu sait qu'ils sont nombreux maintenant depuis, et systématiquement, c'est une idée qui est évoquée dans tous les films. Donc, ça a eu lieu ou c'est un fantasme? Il faut savoir que les Serbes, ils auront, pour tous, en gros, ceux qui vont commettre des crimes, en gros, les unités, on chiffre quelque chose à peut-être 2000 hommes. Ces 2000 hommes vont commettre tout ce que peut, en gros, tout ce qu'un cerveau peut imaginer. Il faut savoir que ces types-là, c'est pas des lumières qu'on a recrutés. C'est pas des gens de la police qui sont là. On parle On parle de ce qu'il y a de pire. De ce qu'il y a de pire, ouais. Et dans une guerre, ça c'est quelque chose qui a été utilisé. Peut-être pas forcément comme certains diront, comme arme en soi. Ouais. Mais le viol était quelque chose de... Oui, voilà, parce que je dis ça parce que dans beaucoup de films, on voit souvent, en fait, un endroit qui peut être assimilé, je sais pas, à une espèce de prison pour femmes, et en fait, on enferme donc les femmes en fonction de leur ethnie, et les femmes sont violées évidemment par les milices. Ça, c'était un petit peu le défouloir en Bosnie de l'Est, où en gros les hommes ils se faisaient abattre et les femmes ils ont été attrapées. Donc, je ne sais pas combien de femmes ont été attrapées. D'accord. Mais donc c'est une réalité quand même. C'est une réalité. D'accord. Il y a la grande réalité, c'est que derrière il y a eu des enfants. Et des enfants qui se retrouvent rejetés, des enfants qui se retrouvent dans des orphelinats. Parce que certaines de ces femmes ont survécu. Donc il y a très souvent des histoires de ces enfants. Et elles n'en voulaient pas de ces enfants, évidemment. Ouais. D'accord. Donc c'est des drames humains qui sont... La guerre civile, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que ça met un point de non-retour. Pour repacifier le pays, il faut se baser sur des générations. Si vous prenez la France, la dernière guerre civile, il faut remonter à Henri IV. Les guerres de religion, quoi. Aux guerres de religion. D'accord. À partir de ce moment-là, la France est un État-nation. Vous avez des minorités. Il n'y a plus de guerre civile. Plus de guerre civile. Ah, peut-être avec les Chouans, encore un peu. Mais bon. Ouais. Mais ça reste quand même un État-nation. Ouais. La Yougoslavie, disons qu'on était sur la bonne voie. C'était pas bien compris. Mais il restait encore des fragilités, quoi. Les rescapés de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui avaient encore ce côté un petit peu haineux et ceux qui avaient gardé ces envies de vengeance. Bah, c'est pour ça, est-ce que... Alors, question qui fâche, on va dire. Mais est-ce que la Yougoslavie, dans sa composition, et peut-être dans sa structure même, elle n'était pas vouée à éclater? Est-ce qu'elle était vouée justement à rester unie à cause justement plusieurs éléments, hein, le passé, les différences religieuses qui sont, j'ai envie de dire, peut-être pas insurmontables, mais quand même qui posent problème. Est-ce que tout ça mélangé, ça faisait que cet État, il n'était pas handicapé quand même de base? Il y avait, comme on dit, un problème dans la structure de base. Cet État était handicapé du fait que, moi je pense qu'il faut au moins 3 ou 4 générations pour construire une nation. Les gens qui, dans les années 90, étaient présents, c'est des gens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus difficile. Parce que tous les jeunes qui sont nés dans la Yougoslavie, ils étaient yougoslaves. Eux, ils n'étaient pas... Bien évidemment, il y avait des nationalistes. Mais ce sont des personnes âgées qui ont fait ressortir ce nationalisme.
Et si vous voulez, à un moment donné, lorsqu'on veut construire un État-nation, lorsqu'on a beaucoup, beaucoup de différences, à un moment donné, il faut mettre un socle, quelque chose de solide, quelque chose où tout le monde peut s'adapter. Le communisme, ou national-socialisme yougoslave, appelons-le comme on veut. Et la laïcité, ça faisait partie de ce socle. La religion était très, très écartée du temps de Tito. Des croyants, disons que c'était pas la mode. D'aller dans une église ou dans une mosquée, c'était pas vraiment... il fallait mieux montrer sa carte du Parti communiste. Donc la religion, on a essayé de la faire disparaître au maximum. Et si en réalité, en Yougoslavie, si vous faites disparaître la religion, ben c'est le caractère le plus unissant, en fait. Parce que les gens, ils parlent la même langue, ils ont un petit peu la même mentalité, et du coup, vous pouvez avoir la même nation. La guerre, elle est arrivée trop tôt. La formation de la nation yougoslave n'avait pas vraiment... T'es pas arrivé à son processus final. Aujourd'hui, il n'aurait pas éclaté. Aujourd'hui, les gens auraient été peut-être un petit peu plus conscients. Mais à l'époque, il faut comprendre qu'on est dans l'Europe, vraiment dans la nouvelle Europe, chute du mur, où tout le monde c'est un monde très effervescent. Hein. Tout le monde a l'impression que ça sera forcément mieux. Ça ne peut être que mieux. Et alors, tous ces nationalistes arrivent vraiment pas par conviction. C'est pas parce que les gens votent pour eux. C'est parce qu'ils sont les seuls à se présenter. Milošević, lui, il n'est pas nationaliste à la base. Il vient du Parti communiste. Mais à un moment donné, il voit que la Serbie tend vers le nationalisme. Alors il se fait nationaliste. Il se fait nationaliste. C'est tout. C'est juste qu'à un moment donné, les politiques s'adaptent. Il suit, ouais. Et puis, mais alors, si la Yougoslavie, alors elle n'est pas arrivée, on va dire, tout à fait à son processus d'unification, mais alors on a joué quoi sur les antagonismes historiques, on va dire, on a réveillé les anciens démons, mais ça a fonctionné, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un socle qui unissait tout pour que tout ça résiste. Pour faire une révolution, pour détruire un pays, il y a plusieurs facteurs. Il faut un petit coup de main de l'extérieur. Ça, je pense que ça c'était clair. Il faut qu'il y ait un certain problème intérieur. Le problème n'était peut-être pas véritablement présent, mais il faut se rappeler que les gens voient le mythe. Ils voient l'image d'une Europe qui est mieux. Et ils voient, de l'autre côté, le communisme de Staline est mort. Et qui se disent ça a échoué en plus. Ça a échoué. En 90, il y a une espèce de truc, genre la victoire du capitalisme, elle est aussi idéologique, quoi. Genre c'est le capitalisme qui a gagné, c'est l'Union soviétique qui s'effondre, mais l'idéologie capitaliste donc a gagné, quoi. C'est vrai que c'est très particulier comme période. Et dans un pays comme la Yougoslavie, c'est très facile de réveiller, de trouver des pseudo-oppositions. Je veux dire, même aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous regardez la situation en Bosnie, elle est catastrophique. Avec les ingérences extérieures, vous avez d'un côté, on va dire, les catholiques, les musulmans et les orthodoxes, où chacun a son côté, chacun a une puissance pour l'épauler, de sorte à ce qu'il y ait comme une confrontation. Chacun soutient un parti. Genre, par exemple, dans le cas des catholiques, ils sont soutenus plus par le côté Autriche, Allemagne. On est plutôt pour ce côté-là. Le côté musulman, il y a l'ingérence turque qui est présente et américaine. L'Amérique soutient les musulmans en Bosnie. Oui. Pas tous, certains, la moitié, disons. Ouais, c'est affiché en tout cas, c'est évident. Ouais. Et du côté serbe, en réalité, le seul, on va dire, la Russie essaye de les soutenir. Mais pas directement, parce que le soutien de la Russie, ça serait directement des poussées dans l'abîme. Si la Russie se mettait derrière les Serbes, ce que beaucoup aimeraient en République serbe de Bosnie, en réalité, ils se feraient manger. C'est pour ça que la Russie ne les aide pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Ils seraient perdants, ils sont en position de faiblesse en Bosnie. Donc se mettre derrière eux, c'est automatiquement créer un ennemi à l'extérieur. Et regardez. Maintenant, on a une raison. Donc les Russes sont relativement en retrait en Bosnie. Il y a des gens qui voudraient que les Russes s'impliquent. Mais les Russes ne peuvent pas le faire. Et je voulais te demander,
est-ce que au Kosovo, enfin, là c'est pas pour le coup seulement le Kosovo, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui regrettent l'ancienne Yougoslavie? Parce que moi, des Serbes qui regrettent, j'en ai rencontré beaucoup, hein, je vais pas te mentir, des Serbes qui ont la nostalgie de l'époque yougoslave, ils sont extrêmement nombreux. Euh, mais les autres, parce que les autres, je les entends J'ai, moins. pendant 2 ans, j'ai traduit pour des étrangers qui venaient en France des Balkans. Et je t'assure que j'ai vu des gens qui pleuraient la Yougoslavie, qui pleuraient de Tito. Et la majeure partie de ces gens-là étaient du Kosovo. Certains étaient albanais, certains étaient serbes. Il y avait ceux qui venaient de Bosnie, des Serbes, des Bosniaques, des musulmans ou des catholiques. Et beaucoup de regrettaient, surtout ceux qui étaient au Kosovo. Parce que le Kosovo, il y avait quand même une certaine stabilité. Maintenant, le Kosovo, comme tous les pays, maintenant dans les Balkans, je veux dire, c'est des systèmes mafieux qui sont mis en place. Du temps de Tito, il y avait la notion de l'ordre. Maintenant, tout est monnayable. La loi du plus fort, quoi, entre guillemets. Quoi. Oui, puis ceux qui sont au pouvoir, ils sont très forts. Ah oui, là, on est dans du très lourd en termes de pouvoir. Des gens, par exemple, en Bosnie, c'est des empires. Il faut savoir que la Bosnie, pendant la guerre, du côté musulman, lorsque certains vont décréter que les musulmans se font anéantir, il y a des donateurs. Il y a des donateurs très très puissants qui vont donner, qui vont pas compter, qui vont donner à la Bosnie. Qui vont donner des milliards et des milliards à la Bosnie. Et lorsque certains font les chiffres, font les comptes, l'armée musulmane a reçu 0,3 milliards. Où est passé l'argent? Il y a des scandales énormes de ce côté-là. Et pour se maintenir, il y a des gens qui en Bosnie font des campagnes qui se chiffrent en millions. Il y a 300 partis politiques en Bosnie. Il y a 300 partis politiques. Ah oui, démocratie, chacun fait. C'est quand même le principe de... C'est le bordel là, c'est 300 partis dans un tout petit pays comme ça. Vous prenez les différents partis, du moins les plus importants. Moi j'ai essayé de regarder le programme. Non, pas besoin de programme, pourquoi faire un programme? Vous êtes serbe, vous dites vous êtes serbe, c'est déjà bien. Vous êtes musulman, vous dites voilà, on est musulman, en plus Srebrenica, oui ok, bah c'est bon. Il suffit juste de ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'opposition. Il y a des gens qui posent problème au niveau européen. Des gens comme Dodik en République serbe, des gens comme Izetbegovic, qui posent problème en réalité à l'Europe. Parce que ce sont des nationalistes qui ont vu qu'en gros l'Europe ne leur donnait rien en échange. Et Dodik, il botte contre l'Europe en réalité, et Izetbegovic aussi. Qui fait traîner les pieds pour les négociations, c'est ça parce que... En réalité, si les orthodoxes et les musulmans sont contre l'Europe, ça ne passe pas. Bah ouais, parce que la Serbie, bon, on a vu l'Europe, on va dire, elle presse le pas en disant oui, la Serbie, il faut qu'elle rentre dans l'Europe, pour normaliser, j'adore le nom, la situation avec la Serbie, parce que donc ce serait pas normal les relations à l'heure actuelle. Et la Serbie, en revanche, l'Europe a quand même une exigence, c'est qu'elle reconnaisse ça, le Kosovo. Ça doit être marqué noir sur blanc, je veux dire. Vous imaginez la tête du dirigeant, du président serbe qui va signer ça? Voilà, parce que c'est-à-dire carrément, en plus, j'avais vu, ils avaient dit, bon, la Serbie, elle reconnaît le Kosovo et pas de souci, elle rentre dans l'Europe direct, on la fait rentrer dans l'Union européenne. En réalité, il y a des gens en Serbie qui ne veulent pas rentrer dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, ouais. Parce qu'il y a des gens qui, d'un point de vue économique, ne veulent pas rentrer, et c'est moitié-moitié. La majorité des Croates ne voulaient pas rentrer dans l'Union européenne. Oui. On ne demande pas vraiment ton avis. Exactement. Oui, il y a eu un référendum, mais qui a motivé très très peu de gens là-bas. Ça a déplacé. Et puis le passage s'est fait, mais sans fait, ça a été d'une tristesse, alors qu'on nous avait vendu ça à la Croatie, dans l'Union, ils sont heureux, et finalement, ouais. Certaines personnes veulent jouer au nationalisme, veulent jouer dans les Balkans. Mais il faut un certain niveau pour pouvoir jouer là-bas. Parce que vous avez trois camps. Imaginez déjà, en France, on a en gros deux camps, il y aurait les gens à la droite, il y aurait à la gauche. Ils se tirent dessus tellement que c'est très difficile d'équilibrer quelque chose. Imaginez maintenant si vous avez 3 camps, et plus ou moins équitables, et vous cherchez la majorité. Compliqué. C'est forcément une alliance de deux, quoi. De deux. Ouais. Mais cette alliance ne marche pas parce que certaines choses doivent être votées plus ou moins à l'unanimité. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas.
Je ne suis pas... je veux dire, dans le cas de la Bosnie ou de la Serbie, je pense que la Serbie rentrera plus vite. Il y a plus de pro-européens en Serbie qu'en Bosnie. Je veux dire, le temps du... certaines personnes vont parler de... En Serbie, en réalité, la vieille garde de Milosevic et de ces gens-là, elle a été plus ou moins enrayée. Oui, parce qu'il y a une nouvelle garde, Et même on va dire la nouvelle direction paraît quand même très atlantiste par rapport à tous ah les oui, mais, dirigeants qu'il y a eu avant. ils sont dans un véritable dilemme, ils sont dans un problème. D'un côté, on leur propose quelque chose, de l'autre côté, on leur propose autre chose. Le peuple, la moitié dit ça, et l'autre moitié dit ça. Alors la Serbie, on lui propose des financements énormes, qui viennent de différents pays du Golfe. On veut construire des Belgrade sur l'eau, des projets, c'est en chiffres en milliards. Parce qu'à un moment donné, il faut acheter la Serbie. Il faut qu'elle rentre dans l'Union européenne. La Serbie, je ne sais pas, ils sont partagés. Il y a beaucoup de gens qui sont pour l'entrée dans l'Union européenne. Mais pour une certaine partie des nationalistes serbes, rentrer dans l'Union européenne, ça veut dire signer définitivement et oublier de manière définitive et la République serbe de Bosnie et le Kosovo. Ce qui n'est pas faux, non, absolu. C'est ce qu'ils ont comme dilemme. C'est pas tout à fait faux quand même, c'est pas tout à fait faux, puisque c'est exigé, et en plus c'est vrai que qu'est-ce que pèserait très sincèrement la Serbie dans l'Union européenne? Elle ferait pas le poids. Déjà la France fait pas le poids. L'Allemagne fait un peu le poids, mais bon, l'Italie fait pas le poids. Oui. Je veux dire, la Serbie pèserait pas plus que la Grèce ou que Chypre, voilà. Elle serait vue comme une petite nation. Puis le jour où ils seraient pas contents, on va leur dire, bah, écoutez, c'est comme ça, comme ils ont fait avec les Slovènes d'ailleurs. Les Slovènes, ils ont voulu voter contre le TSCG. On leur a dit, non. Vous allez revoter, hein, vous allez faire comme on vous dit. Ils sont terribles quand même, l'Union européenne là-dessus. Et c'est pour ça que les Serbes, donc il y a une partie quand même de l'opinion qui voudrait se laisser tenter par cette aventure européenne, quoi. En fait, qui croient un peu par chimère, c'est quoi Non, ils font le compte qu'ils exportent et qu'ils dépendent beaucoup plus de l'Europe que de la Russie ou que principalement de la Russie. Donc ils pensent qu'ils y gagneraient au niveau de l'exportation, quoi. Au niveau de l'échange économique. Mais l'ouverture des frontières, ça leur fait pas peur de se dire oui, d'un coup, la Serbie va être ouverte aux 80, quoi. Il y aura plus... En réalité, les pays sont plus ou moins ouverts. Mais en général, maintenant, ils sont très ouverts dans un sens, plutôt de l'Europe vers la Bosnie et vers la Serbie. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça, c'est la réalité du marché. Parce qu'ils sont tout petits, donc ils ne pèsent rien. Toutes les grandes entreprises, quasiment tout a été racheté. Et certains... Donc la Serbie, elle est déjà aux mains des multinationales, c'est ça que tu veux nous dire que... Tout a déjà été racheté. Tout a été privatisé de l'époque, parce que tout appartenait à l'État avant, si je m'abuse. Voilà. Et pendant la guerre, il y a eu des miracles. Il y a des gens qui se sont retrouvés... Ah, c'est un peu comme chez les Russes, quoi. Les gars, ils ont racheté des sociétés d'État pour pas grand-chose. Et aujourd'hui, ça vaut des millions. Je ne sais même pas s'ils les ont achetés. Ah, tu sais même pas s'ils les ont payés, même. D'accord. Tout a été privatisé. Vous vous retrouvez aujourd'hui en Bosnie avec des gens qui se retrouvent avec... qui ont des milliards. Il y a une classe oligarque donc, qui est née de cette guerre, qui a profité sur les... En général, c'est pour ça que je dis c'est toujours les mêmes. Ils sont toujours les mêmes. Et là, il y a un véritable ras-le-bol de la population. Ah bah, ils doivent être excédés de cette situation. Là, en Bosnie, on est sur les coups de 50% de chômeurs. Ah, une personne sur deux au chômage. Oui. C'est que le pays il est en crise extrême. Tout a été fermé. Enfin, déjà, il faut savoir que pendant la guerre, tout a été détruit. Donc rien n'a vraiment été réouvert après. Il n'y a pas eu de programme. Il n'y a pas eu de programme. Puisque les accords de Dayton, c'est une constitution qui ne peut pas fonctionner. C'est pas fait pour fonctionner, c'est fait pour ne pas fonctionner. Tout est fait en sorte que vous ne puissiez rien voter en réalité. Il y a certaines personnes qui estiment que c'est mieux d'un côté que de l'autre. Genre, ça serait mieux en République, en fédération, dans la partie catholique musulmane, que dans la partie orthodoxe. C'est pareil. Très probablement, la République serbe va couler dans les mois à venir. Parce que financièrement, ils ont été coulés. Ils ont été coulés par des inondations l'an dernier. Tout a coulé. Il n'y a plus rien en place. Mais il y a toujours ce petit brin nationaliste. Lorsque la guerre est finie, la Bosnie, c'était quelque chose comme 400 000 hommes. Aujourd'hui, ils ont quelques milliers. Il y a eu des inondations dans le nord de la Bosnie. Les Autrichiens, ils sont arrivés avant.
l'armée genre de la République serbe de Banja Luka, les Autrichiens ils sont arrivés avant. Les Autrichiens ils ont fait 800 km avant que les autres ils fassent 50. Pareil pour les musulmans,